Le 8 mai 2025, à 03h17, le système d'alarme incendie d'une villa calme de la Gironde s'est déclenché. L'incendie s'est déclaré dans la cuisine. Lorsque les pompiers ont enfoncé la porte, ils ont découvert une scène troublante. Les flammes avaient brûlé une partie de la maison et à côté d'une table en granit calciné, Philippe Etchebest, affalé, serrant toujours un éplucheur. Il n'a montré aucun signe de vie. 3 heures plus tard, la nouvelle se répandit. Toute la France était silencieuse. Philippe Etchebest, un monument de la cuisine française, une star de la télévision au regard de braise et à la voix incontestée, est décédé dans des circonstances inattendues. Pas au milieu d'une cuisine de restaurant, ni sur un plateau de tournage, ni dans une émission de télé-réalité. Mais en silence, dans le noir, dans une maison fermée à clé, sans un mot d'adieu. Les médias étaient en effervescence. Les journaux ont rapporté la nouvelle avec des titres larmoyants et sceptiques. Suicide? Accident? Diancean? Tentative de meurtre? Les réseaux sociaux regorgent de souvenirs, de condoléances et même de théories du complot effrayantes. Personne n'aurait pu croire que l'homme qui avait crié sur les candidats à la télévision et sauvé des restaurants de la faillite d'une main de fer finirait sa vie de cette façon. Une mort solitaire, dans la cuisine qu'il aimait plus que lui-même. Mais ce qui rend les choses encore plus confuses, c'est ce qui a été découvert ensuite. La police a constaté aucun signe d'effraction. Il n'y a pas de sang, pas de note de suicide. Mais il y avait quelque chose d'étrange. L'assiette en porcelaine noire sur la table à manger, cassée en deux, mais toujours posée au même endroit comme si elle venait d'être posée très légèrement. Dans l'assiette, un plat inachevé, du foie gras à moitié cru, saupoudré de gros sel marin et de quelques gouttes de vin de Sauternes. Et à côté de l'assiette se trouvait un petit morceau de papier avec exactement une phrase écrite dessus, d'une écriture tordue, comme quelqu'un qui a une crise de panique. Je ne supporte plus le goût de moi-même. Cette phrase simple, mais étouffe le cœur du lecteur. Philippe, autrefois surnommé un perfectionniste obsessionnel, a écrit la dernière phrase comme une confession, un adieu, ou est-ce que le signe d'une dépression nerveuse? Personne ne le sait. Tout ce que l'on sait, c'est que, pendant la semaine de ses funérailles, tous ceux qui le connaissaient disaient la même chose. Philippe ne savait jamais quand s'arrêter, et c'est peut-être ce qui l'a tué. Mais cela ne s'arrête pas là, car quelques jours seulement après les funérailles, une étrange femme est apparue à la porte de son ancienne maison, tenant une enveloppe scellée, à l'extérieur de laquelle était écrit « À la dernière personne qui ose regarder la vérité ». Et à partir de là, les secrets enfouis derrière les lumières de la télévision, derrière les cris du pouvoir, derrière les repas à des millions d'euros, commencent à émerger comme des fantômes. Philippe Etchebest est mort. Mais sa mort n'était que le premier apéritif d'un festin de vérité qui n'a jamais été servi. Les Français le connaissaient comme le chef d'acier. Mais peu de gens se souviennent que Philippe Etchebest a commencé sa carrière non pas avec des casseroles et des couteaux, mais avec des gants et des bandeaux. Adolescent, Philippe était un joueur de rugby, une boule d'énergie aidante, acharné dans sa quête du succès, intrépide et infatigable. La façon dont il s'est précipité dans la cuisine plus tard, féroce, bruyant, imprudent, était une continuation de cette nature. Il n'a pas appris à cuisiner pour faire plaisir à qui que ce soit. Il a appris à se battre. Chaque repas est une bataille. Chaque plat était une blessure à l'esprit. Et s'il ne faisait pas mal, il ne l'acceptait pas. Né en 1966 à Soissons, dans le nord de la France, Philippe a grandi dans une famille de tradition culinaire. Son père, chef de restaurant, a été le premier à lui inculquer le concept selon lequel le minimalisme est suprême. Mais au lieu de suivre le chemin de son père avec révérence, Philippe a suivi son propre chemin. Têtu, rebelle et obsédé par la perfection. Dans les années 1990, il a commencé à s'élever. Ayant remporté sa première étoile Michelin à l'âge de 32 ans, Etchebest est considéré comme l'enfant fou de la cuisine française. Quelqu'un qui ose supprimer les choses démodées, qui ose crier sur les clients s'ils critiquent le plat sans le comprendre. Son nom est synonyme de férocité, de franchise et de peur. De la cuisine à l'écran, il entre dans le monde de la télévision avec l'émission Cauchemar en cuisine, la version française de Cauchemar en cuisine. Et personne ne lui convient mieux. Un crâne chauve,
des yeux aussi ternes que des lames d'acier, une voix qui peut faire pleurer un chef avec 30 ans d'expérience. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette lumière? Les initiés murmurent encore. Etchebest n'est jamais satisfait, ni avec la nourriture, ni avec le personnel, ni avec moi-même. Il pouvait jeter une assiette simplement parce qu'un morceau de légumes n'était pas à sa place, se souvient un ancien commis de cuisine. Il allait de table en table, le regard rivé sur la poitrine des convives, non pas pour regarder, mais pour vérifier s'ils goûtaient vraiment la nourriture. Cette obsession, au fil du temps, s'est transformée en un rituel toxique. Philippe exige non seulement la perfection des autres, mais aussi de lui-même. Et à mesure qu'il commençait à vieillir, à ralentir, à perdre la raison, il tomba dans la panique. En 2019, lors d'une séance de tournage à Lyon, il quitte subitement le plateau en plein milieu. « Je ne sens plus la sauce », dit-il à son assistant. Pour la première fois, il avait peur. N'ayez pas peur d'échouer. Mais il craignait que son propre corps ne trahisse l'artiste en lui. Dès lors, il commence à se retirer discrètement dans l'ombre, apparaissant rarement en public, seulement aperçu occasionnellement dans la campagne girondine, où il ouvre un petit restaurant ne servant que 8 tables, sans nom et sans enseigne. Mais ceux qui le connaissent bien le savent, ce n'est pas un repos. C'était une évasion. Il m'a un jour murmuré à l'oreille. Je ne reconnais plus ma propre cuisine. Je me sens aliéné de mes propres goûts. Cette remarque, apparemment simple, était un signe clair de la désintégration silencieuse qui s'opérait. L'homme étoilé au guide Michelin qui a inspiré une génération de chefs est désormais assis seul dans une cuisine sombre, écoutant le bruit du couteau frappant la planche à découper comme si son propre cœur battait la chamade. Et puis, un jour d'octobre, il a disparu. Pour toujours. Personne ne sait si sa mort était un accident, un suicide ou un incident. Mais sa vie, du début à la fin, a toujours porté une question qui n'a jamais eu de réponse claire. Que resterait-il d'une personne qui poursuit la perfection à l'extrême lorsqu'elle réalise que la perfection tue son âme? Mais le plus effrayant n'est pas la mort. C'est ce qu'il a laissé derrière lui. Une pièce fermée à clé, un plat inachevé et un trésor de documents financiers qui restait un mystère pour son empire de la restauration. Même ses proches n'avaient aucune idée de ce à quoi Etchebest était confronté dans les derniers mois de sa vie. Et c'est là que tout commence à s'ouvrir, une porte vers la partie la plus sombre du monde culinaire, où la célébrité, la pression, la solitude et l'obsession s'entremêlent comme un plat tellement assaisonné que même le cuisinier n'ose plus y goûter. Après les funérailles privées de Philippe Etchebest, une mystérieuse enveloppe a été envoyée au cabinet de son avocat personnel. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur à l'extérieur, seulement une ligne griffonnée, pour la dernière personne qui ose regarder la vérité. Le destinataire, un ancien collègue qui avait travaillé avec lui sur plusieurs émissions de télévision, a immédiatement appelé la police. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni explosif, ni poison, ni aucune preuve de crime. Il s'agit d'un document manuscrit de 19 pages de pensée, d'obsession et de confession qui fait froid dans le dos à quiconque le lit. Je pensais apprendre aux autres comment sauver leur restaurant, écrit Philippe, mais je n'ai pas pu me sauver. Dans chaque ligne sèche, il décrit le sentiment d'aliénation croissante de son propre sens du goût. Les plats qu'il cuisinait de ses propres mains commençaient à devenir sans vie, comme s'ils ne lui appartenaient plus. Un jour, j'ai cuisiné l'omelette la plus simple, écrit-il, et je ne sentais que du sel, juste du sel, pas de douceur, pas de brun doré, pas d'arrière-goût, juste la nudité du sel, ce que je ressentais intérieurement. La lettre n'est pas seulement le journal désespéré d'un homme qui a perdu son identité. Il contenait également une révélation qui a bouleversé tout ce qui s'était passé dans le monde culinaire français. Dans les dernières pages, Philippe évoque un accord secret entre lui et un grand groupe d'investissement derrière la chaîne de restaurants à son nom. Il a admis que depuis 2021, il n'a pratiquement plus participé directement à la conception des menus ni à la supervision de la cuisine. Tout est géré par l'équipe financière, mais utilise toujours son nom pour maintenir l'image. Il est devenu une marque, pas un chef. Mes clients me croient dans ma cuisine. Je suis assis dans une pièce à 480 km de là, en train de signer un contrat de sponsoring. Je ne cuisine plus. Je signe juste mon propre corps. C'est peut-être pour cela que dans les derniers mois de sa vie, Philippe s'est complètement retiré.
Il s'installe en Gironde où il possède une petite cuisine sans nom où il tente de recréer les premiers plats qui l'ont fait aimer son métier. Le poisson vapeur de sa mère, la soupe à l'ail de son temps de commis de cuisine ou la première tarte aux pommes qui a fait pleurer son père. Mais le goût n'est pas le même, pas pour les compétences, mais dans son cœur, tout était mort depuis longtemps, ou même pas. Dans ses derniers aveux, il ne s'est pas qualifié de chef, il se qualifie lui-même de mendiant de mémoire. Une personne qui ne vit plus dans le présent, mais qui sait seulement déterrer le passé, dans l'espoir de retrouver le parfum perdu. Mais plus je cherche, plus je ne trouve pas. Et plus on ne voit pas, plus ça fait mal. La lettre se termine par une seule ligne, semblable à celle trouvée à côté du foie gras inachevé la nuit de sa mort. Je ne supporte plus le goût de moi-même. Lorsque le manuscrit a été publié, le public a été choqué. Les fans versent des larmes. De nombreuses personnes dans le monde culinaire ont commencé à parler de la pression invisible dans la profession, de la façon dont la célébrité peut tuer la passion. Et les gens ont commencé à comprendre. La mort de Philippe n'était pas seulement une fin personnelle. C'est la fin d'un système où les gens qui aimaient autrefois la cuisine, aimaient le feu, aimaient les couteaux, sont progressivement devenus victimes de ce qu'ils ont créé. Philippe Etchebest, qui avait autrefois crié à la France entière à la télévision, est mort dans le silence, laissant derrière lui une phrase qui a fait s'arrêter des millions de personnes. Je ne peux plus me goûter. Peut-être que parfois, ce qui rend les gens le plus désespérés n'est pas d'être abandonnés par le monde, mais de ne plus reconnaître leur propre personnalité. Et dans cette histoire, le dernier plat n'est pas dans l'assiette. Il se trouve dans le cœur brisé de celui qui a vécu par le feu et qui en est mort.